Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Et bonjour Valérie et bienvenue dans cette dernière émission de la saison. Good morning nature. Quelqu'un se rappelle la ref? Voilà, parce que nous sommes en plein grand conflit entre deux sociétés et deux visions du monde là, avec la dissolution des soulèvements de la terre. Bonsoir à tous. Donc vous avez d'un côté la société qui continue à polluer et à tuer, et de l'autre une société nouvelle qui arrive et qui voudrait vivre dignement avec de l'eau saine, des oiseaux, des arbres, voilà, une production, bien manger, bien se nourrir, avoir de la terre, enfin tout ça, etc. Vivre. Et là, nous pouvons remercier Monsieur Darmanin. Les choses sont claires, hein, nous sommes en plein conflit entre ces deux visions. Là, c'est clair, c'est net, c'est annoncé. Donc, ce soir, écoutez, nous. À Solution Nature, on est dans la résistance. On est passé du côté de la résistance active-passive radiophonique. Et nous allons recevoir justement dans notre émission un résistant, on peut dire ça comme ça, Bruno ? Oui. Voilà, bonsoir Bruno. Donc Bruno fait partie d'un collectif qui vit sur le bassin, parce que on prend beaucoup de nouvelles des agglomérations à côté de Bordeaux, sud-ouest de la France, je rappelle pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du monde. Mais on prend pas de nouvelles sur des agglomérations sur le bassin, alors qu'il se passe en ce moment des choses extrêmement graves et un peu même catastrophiques, et pour le bassin, et pour les écosystèmes animaux, biodiversité et nature, et pour nous, voisins bordelais, qui aimons notre bassin et qui aimons aller manger des huîtres, tu vois, les lieux communs, aller manger des huîtres, vin blanc, tout ça, etc. Bref, le truc caricatural. Mais enfin, qui aimons notre bassin et qui nous rend bien des services aussi, jusqu'à Bordeaux. Donc Bruno va tout nous expliquer, donc je te laisse te présenter, Bruno. Je m'appelle Bruno Hubert, je vis sur le fond du bassin sur Audange, et en fait je fais partie de plusieurs associations, dont Audange Citoyenne et les Éco-Citoyens. On avait aussi participé à un collectif qui demandait d'avoir des transports en commun en site propre, parce que du coup, vu la progression démographique, il y a un gros problème au niveau des transports, et ça, c'est un impact. Donc du coup, nous, sur le bassin, en fait, on est aussi tributaire de Bordeaux, parce qu'avec le projet de Grand Bordeaux et de Bordeaux Métropole, forcément, ça a eu un impact direct, puisque ça a plus ou moins englobé et fait transformer le bassin en banlieue, voire parfois en banlieue dortoir dans certaines villes. Et du coup, il y a une progression démocratique assez fulgurante, et forcément, qui dit progression démocratique et urbanisation dit destruction de la nature. Et c'est quand est-ce qu'il y a eu un point de bascule bien franc, ou alors que c'est petit à petit que tu vois, ça s'est fait de manière. Ça a commencé. Moi, j'habite ici depuis 2005. Et je dirais que ça a surtout commencé à partir de 2011-2012, et ça a accéléré en 2016-2017, parce qu'il y a aussi des signes du gouvernement qui étaient comme la loi Elan, qui facilitait certaines dérogations qui étaient soumises à interprétation, et certains maires se sont engouffrés dedans, une espèce de brèche. Et il y a eu aussi une négligence de l'État de rappeler, par exemple, nous, on travaille sur un dossier sur le respect de la loi littorale, et c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de communes du bassin qui ne respectent pas vraiment la loi littorale. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, donc c'est des EBC, le littoral qui disparaît sous les immeubles. Naturels qui sont artificialisés, urbanisés. Ça crée un problème d'urbanisation et d'étalement urbain, alors que le gouvernement, avec la loi ZAN, est censé lutter contre l'étalement urbain. Et déjà, il y a certains de nos maires
qui ont pris la parole publiquement par rapport au SCOT en disant que ça serait très dur à respecter, alors que la loi n'est même pas promulguée. Et c'est tout de même assez affolant comme signe. On est en train de dire, il y a des lois, mais elles ne sont pas pour tout le monde. Donc d'accord, mais est-ce que ce sont des résidences principales ou est-ce que ce sont des résidences secondaires ? Nous, on a principalement des résidences, c'est principalement des résidences principales, mais du coup, on voit aussi une typologie de gens. On a un peu une gentrification du bassin, puisqu'il y a une spéculation immobilière, et on a beaucoup de jeunes retraités. C'est-à-dire qu'on suit plus ou moins la progression qu'avait eu le Sud-Est, et on se transforme en ville. Comme Menton et tout ça, tu veux dire, c'est ça ? Exactement. Dans le top 3 des villes qui attirent les seniors, il y a Arcachon et Andernos. Donc, du coup, 2 villes du bassin d'Arcachon. Ah ouais. Et plus ça va, plus on voit de résidences services seniors qui voient le jour sur le bassin d'Arcachon. Et c'est des projets d'investisseurs avec des loyers qui ne sont pas en deçà de 3 000 €, quoi. Donc, c'est pas pour tout le monde. Oui, bien sûr, c'est pour une certaine classe aisée. C'est pas des logements sociaux pour des retraités qui ont des petites retraites. Non, bien sûr. Non. Du coup, les retraités qui sont habitants là-bas et qui ont des petites retraites, ils se retrouvent aussi peut-être poussés dehors, du coup. Mais oui, tout comme les jeunes, en fait, parce que les jeunes n'arrivent pas non plus à se loger. Et c'est assez problématique parce que on fait la part belle à des gens parce qu'il y a eu une politique de communication pour faire venir un maximum de gens, sauf que les conséquences à long terme n'ont pas été pensées, on a pensé court terme, et maintenant on ne sait pas comment gérer les problèmes parce qu'on est déjà trop de gens. On a à peu près 15 000 voitures jour sur la RD3, donc c'est énorme en termes de nuisances sonores, de pollution. Et du coup, s'il devait y avoir, comme malheureusement il y a eu l'été dernier, des incendies, ça serait catastrophique. Parce qu'on est quasiment sûr que s'il y a une voie d'accès qui est bouchée, par exemple, sur la presqu'île du Cap Ferret, il y a une seule route. Il suffit que le feu il soit au mauvais endroit, c'est un étau et c'est un piège pour tout le monde. D'accord. Donc, pour resituer, c'est-à-dire que toi, tu fais partie d'associations éco-citoyennes qui englobent tous les bassins, c'est-à-dire, tu peux nous énumérer les villes. Donc, il y a Arcachon, Audange, Andernos. Arcachon, il y a Gujan, on a le Tech, on a Biganos, on a Audange, Lanton, Andernos, Arès et Lège-Cap-Ferré. Et on a aussi Mios et Marcheprime qui font partie de la collectivité de communes. D'accord, ça fait combien de villes? À peu près une dizaine? Je sais pas compter. Ouais, c'est un peu plus d'une dizaine. Je crois qu'on est 7 ou 8 sur la Coban et sur la Cobas, il y a 3-4 villes. Et on est aussi jumelé avec le Val-de-l'Air parce que le Val-de-l'Air, étant donné que les prix sont moins chers, il y a beaucoup d'habitants du bassin qui, pour pouvoir rester sur le bassin, vont emménager par exemple du côté de Salles, voire maintenant à Belin-Belin. D'accord, donc la population originaire du bassin est poussée dehors en fait, par la spéculation immobilière. Puis on sait très très bien que c'est les enfants, tout ce qui est classe moyenne, soit on a un terrain qui est un peu grand et à la limite on peut faire construire, mais sinon la plupart des drôles du bassin, il faudra qu'ils partent. Hein. Ah, mais c'est terrible ce que tu nous dis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus habiter là où ils sont nés, quoi. Oui, après, c'est pareil sur les îles, Oléron, ce genre de choses. Hein. C'est les conséquences d'une spéculation qui n'est pas maîtrisée. Du coup, forcément, l'impact, c'est une exode de la population qui n'a plus les moyens. Et à la fois, il y a aussi des gens qui partent parce que le cadre de vie n'est plus du tout le même. Et voilà, les gens qui viennent ici, maintenant, on a tout de même des gens qui viennent en disant les arbres, ça fait des feuilles et de l'ombre, il faut les couper. C'est tout de même assez aberrant, quoi. Un coq, ça fait du bruit et il y en a certains qui préfèrent le chant de la voiture au chant du coq. Donc, ce qu'on a envie de leur dire, c'était des villages. Il y avait un côté rural et maintenant on a un côté ville. On a tous les inconvénients de la ville sans forcément avoir les avantages en termes d'offres culturelles, de transport. Oui, de services et tout ça, les crèches, les écoles, les médecins, les hôpitaux. Parce qu'au niveau des hôpitaux, vous êtes bien desservis au niveau des hôpitaux là-bas sur le bassin? C'est compliqué parce que forcément, c'est une population aussi vieillissante.
Et du coup, qui dit population vieillissante, des recours aux médecins. Et pour les nouveaux arrivants, c'est très dur de trouver un médecin traitant qui est prêt, qui est disposé à les prendre. D'accord. Et quand il y a les urgences, j'ai eu le cas pour mon fils, on a été sur Bordeaux parce qu'il n'y avait pas du tout de place pour une urgence. D'accord, donc tu es obligé de faire 1 heure de bagnole pour venir faire soigner ton fils. Voilà, Okay, et puis il y a aussi des choses dont on ne parle pas, c'est qu'il y a un problème à l'accès à l'eau potable. Parce que urbaniser, c'est accueillir maximum de gens, ça veut dire donner accès à l'eau potable. Et que certaines villes dépassent déjà les quotas autorisés par la préfecture. Donc, du coup, et la préfecture, elle ne dit rien que les quotas soient dépassés ? Il y a des arrêtés, mais c'est toujours pareil, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Là, pour la loi Littoral, par exemple, la préfecture a commencé à prendre au sérieux le problème et à déférer systématiquement quand elle voyait des permis illégaux. Mais disons que, étant donné qu'il y a tout de même un délabrement au niveau de l'État et des services, parce que nous, on est en contact avec des gens qui sont à la préfecture, qui sont des gens très bien et qui bossent bien, mais ils nous disent on n'a plus les moyens, quoi, en fait. Il y a tellement de permis qui sont donnés, je crois que pour le contrôle de la légalité, c'est quelques pourcents qui sont vraiment visés par l'État. Donc forcément, il y a 9 chances sur 10 de passer un permis. S'il y a des irrégularités, ils ne se verront pas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le bassin d'Arcachon, il dépend de quel bassin versant au niveau de l'eau ? C'est l'Adour. L'Adour, d'accord. Ouais. Et vous êtes en déficit ? On n'est pas en déficit. On est on dépasse les quotas qui avaient été autorisés et définis. Donc là, on va commencer à... Ça va devenir problématique à un moment ou à l'autre parce que même... on voit bien ce qui se passe dans le sud-est avec des maires qui refusent des permis en disant je ne peux pas garantir l'accès à l'eau potable avec les problèmes de sécheresse et tout ça, c'est totalement irresponsable. Et nous, ce qu'on pointe chez certains maires, parce que tous les maires ne sont pas dans le même panier, c'est qu'il y a une irresponsabilité face au risque. On est sur le bassin, on nous vend ça comme un territoire sensible et fragile, sauf qu'il y a effectivement, il y a les incendies, il y a la sécheresse, il y a les inondations, et forcément, plus on crée plus d'espaces artificialisés, plus on augmente, c'est les facteurs aggravants. Il y a une chercheuse de Pau lors des incendies qui a dit clairement l'urbanisation est un facteur aggravant puisqu'on sait que 90% des feux sont d'origine humaine. Et là, il y a une petite musique qui commence à monter et qui est même reprise par le gouvernement avec les obligations de débroussaillement. Oui, ça, on a vu passer ici la solution nature, c'est-à-dire que l'arbre est un problème et il faut débroussailler autour de chez soi sur plusieurs mètres quand on est du côté des bois. Ouais, c'est-à-dire c'est encore rejeter la faute sur la nature de nos propres conneries, en fait. Et du coup, on a eu l'occasion d'échanger avec un élu qui, effectivement, lui, est plus sensible à ça et dit vous avez raison, le problème, c'est l'homme, puisque le feu est d'origine humaine. C'est pas l'arbre qui a décidé de faire un barbecue et de prendre feu. Donc, ouais. je pense mais que écoute, on va faire une petite pause musicale. On va rester sur cette phrase qui est philosophique de bon sens. Le problème, c'est l'homme. Voilà, aujourd'hui. Donc, petite pause musicale et on revient après pour que tu continues à nous parler de ce qui se passe sur le bassin. Ok. Y cuando sabes quiénes son, ni olvido ni perdón para quien genera porquería. Sous les pavés de la plage, sur la plage, ces corps qui s'enlisent dans l'or d'un Saddam. Sous un ciel d'orage, le vent souffle ces mots que l'on aime à mort, salam.
tapis dans l'ombre, nos complexités, elles aiment à se fondre dans le décor, jusqu'à ce qu'il s'effondre, le décor. Sous les pavés, la plage, sur la plage, c'est comme noyé dans l'indifférence totale. Yo soy la gente que no quiere lidiar con los que quieren matar a la libertad. Y cuando sabes quiénes son, ni olvido ni perdón para quien genera porquería. Yo soy la gente que quería bailar, solo disfrutar esta noche eterna. Nada más fuerte que el amor, vamos juntos a compartir nuestro corazón. Ça vite des doutes et des songes qui nous rongent. Mais ces gens bien trop près sont bien trop éloignés. Nos priorités à droite, si gauche. Ils veulent cet albatros couvert de vases et d'huile, à 2000 balles de baril. Il y a comme un manque de sens, comme la brûle l'essence. Comment ça rose aujourd'hui? Comment ça rose aujourd'hui? Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Eh bien, nous étions avec Chaka Ponk, avec un titre qui s'appelle D'essence, l'essence qu'on met dans la voiture, qui est extrêmement d'actualité. Je vous invite à bien écouter les paroles, parce que ça remue un petit peu la cervelle aussi, et ça fait réfléchir. Nous sommes toujours avec Bruno Hubert, qui habite sur le bassin, et qui nous interpelle sur ces problématiques, qui sont aussi de notre fait à Bordeaux Métropole, parce qu'on aime bien aller sur le bassin, donc il y a du surtourisme, nous et plus d'autres personnes. N'est-ce pas Bruno? Tu es toujours là avec nous? Allô? 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 Bruno? Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce qu'on oui. a eu un petit problème technique? C'est la chaleur du studio. Il fait trop chaud. Donc voilà, Bruno. Il faut planter des arbres. Ouais, il faut planter des arbres. Mais il y en a un là où on est. Il y en a qu'un dans l'espace Saint-Pierre. Il est magnifique d'ailleurs. Mais il y en a qu'un. Mais donc tu nous racontais ce qui se passe sur le bassin avec le surtourisme et du coup le fait qu'il manque rien n'a été réfléchi comme d'habitude par les élus. Ça construit, ça déboise, ça artificialise, ça bétonne, ça bitume, mais derrière il n'y a plus rien qui suit, ni l'eau, ni les services, et les gens qui sont obligés, les gens du coin qui sont obligés d'aller vivre ailleurs parce qu'ils trouvent plus de quoi se loger. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui. Effectivement, il y a vraiment un gros problème de réflexion à la fois du cadre de vie et comment on vit ensemble. Parce que moi, je prends souvent l'image d'un bateau qui coule pour parler du bassin. En disant, voilà, écologiquement, on est sur un bateau qui est super fragile, qui est en train de couler. Demander à des gens de venir, est-ce que c'est vraiment responsable de venir sur un bateau qui coule? Moi, je pense, s'il y avait... En 2005, on m'aurait dit, pour des raisons environnementales, tu peux pas t'installer ici, j'aurais compris. Et je pense qu'il faut aussi se dire, et puis nous maintenant, même à long terme, on se demande si on partira pas non plus, parce qu'il y a un basculement et on se dit que ça va être très compliqué de faire marche en arrière. C'est soit il y a une grosse prise de conscience, et alors peut-être qu'au niveau de certains élus, ça va bouger, tu vois, comme quand tu étais venu, on était avec le maire de Biganos qui là nous a redit que c'était dans les tuyaux pour mettre le barème de l'arbre. Donc effectivement, il y a une prise de conscience souvent tardive des élus, mais voilà, on espère compter sur quelques élus qui prennent la main, comme le maire aussi de Salles, qui travaille aussi sur le... Mais ils sont pas très au bord de l'eau. Biganos est directement sur le bassin. Donc, oui, non, mais Salles, par exemple, il n'est pas très au bord Salles, de l'eau. Mais bon, après, quelque part, ils ont les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'ils sont touchés après, nous, on est touchés en premier. C'est un peu comme un séisme. Et hop, c'est les répercussions. C'est-à-dire qu'une fois que le bassin est saturé, ça va étendre son cercle.
Est-ce que tu aurais des chiffres des surfaces de pleine terre et de nature qui disparaissent par an sur le bassin pour qu'on essaie de se rendre compte à peu près de la catastrophe qui est en train de se produire? C'est plusieurs terrains de foot, c'est... Ah oui, on parle vraiment d'étalement urbain, hein. Surtout que, par exemple, sur des respects de loi littorale, on est sur des hectares, hein. On n'est pas sur des petites surfaces, hein. Ah oui, ça des va hectares. Très, très vite. D'accord, c'est de littoral. Hectares, hein. Ben, après, en plus, le littoral qui est urbanisé, c'est souvent des résidences privées. Donc, du coup, le commun des mortels ne peut plus accéder au littoral. En fait, si, il y a toujours la bande des 100 mètres où ça, c'est inconstructible. Sauf qu'il y a, il y a beaucoup d'éducation à faire, hein. Il n'y a pas que les élus qui sont responsables. Tout le monde est responsable, hein. Parce qu'il y a vraiment, en fait, je pense que ça date du 17e ou 18e. On a fait en sorte de conceptualiser la nature. C'est-à-dire qu'on a défini la nature comme un concept. Sauf que la nature, c'est pas un concept, c'est une réalité et qu'on en a besoin pour vivre. Et malheureusement, quand on vient sur le bassin, beaucoup de gens voient la nature juste comme un loisir. Alors pour eux, c'est un moyen de se détendre. Oui, de s'évader, de se changer les idées, de prendre un bol d'air et tout ça, etc. Et certains trouvent que même s'il n'y a pas d'arbres en ville, c'est pas problématique tant qu'il y a de la nature autour. Oui, mais moi, je trouve ça un peu aberrant de vivre à côté de la nature. Surtout qu'on a des grandes métropoles européennes comme ils zonifient en fait. Ils font des zones de commerce où tu as tous les commerces et tous les grandes surfaces. Après, tu as la zone du centre-ville où tu as les petits restos, machin, bidule, les épiceries. Puis après, tu as la zone nature où tu vas te détendre le week-end et pendant les vacances. Et ça fait des genres de zonage comme ça. Seulement, comme tu le dis, la nature, ça marche pas comme ça. Et on a besoin de la nature au cœur de nos villes parce que c'est elle qui nous aide à respirer et à être en bonne santé. Parce que le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va tous mourir, quoi. C'est ça. Après, il y aura des logements vides, hein, ça c'est sûr, sur le bassin. Ça va bien... les gens vont pouvoir revenir, hein, parce que à force, entre les canicules et les pollutions et tout ça, je veux dire que notre santé est vachement fragilisée et ça devient extrêmement dangereux. Puis on commence à avoir tout de même une prise de conscience. Il y a 5-6 ans, on commençait à dire aux gens, vous verrez, tout ça. Ils disent, oh non, mais là, vous abusez, vous êtes catastrophique. Et là, ils nous disent, vous aviez raison, hein. Effectivement, le cadre de vie, on ne le reconnaît plus et on a l'impression que c'est une machine, c'est comme un ogre qui dévore tout et qui est incontrôlable. Parce que forcément, il y a des intérêts financiers derrière. Et c'est la machine et c'est tout un système qui est en marche. Et pour bloquer ce système, on voit bien sur certains combats que c'est vraiment c'est compliqué, quoi. De la remise en cause du système, de se dire non, on ne peut pas. Mais derrière le système, il y a de l'humain. C'est l'humain derrière qui ne veut pas se remettre en cause, en fait. Ce sont des intérêts particuliers qui en ont rien à carrer de l'intérêt général et qui se font passer pour des gens qui sont au service de l'intérêt général, alors que pas du tout. Ça se voit sur le terrain. Non. Moi, j'aime bien. Il y a un écrivain du bassin, qui est un vieux monsieur, là, qui dit souvent, pour les politiques, l'intérêt général, c'est la somme de leur intérêt particulier. Ben oui, c'est ça. Et c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que... Après, c'est assez complexe, parce que des fois, c'est antinomique ce que demande l'État, parce qu'il demande à la fois de construire et de densifier dans des zones où il faudrait avoir des moratoires pour dire là, mais non, on ne peut pas. Vu les ressources, vu la fragilité, il faut savoir faire des différences entre certains territoires et on est très très mal répartis parce que je crois qu'en 2050, plus d'une personne sur deux vivra à moins de 50 km des côtes, alors qu'on sait qu'on a un phénomène d'érosion, de submersion, des incendies. On voit ça plus comme des drames à venir. Et effectivement, s'il y avait une pédagogie... La côte va devenir inhabitable et inhospitalière aussi pour les spéculateurs et tous ceux qui ont envie d'avoir une piscine face au bassin, tu vois. Non, mais à Miami, tous les gens qui sont en première ligne sont en train de revendre leur maison pour acheter dans les hauteurs de Miami au quartier pauvre. Mais c'est quoi Miami C'est où? À Miami, en Floride. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était un quartier de... Non. Il y a le casino ils ont pris la tête...
Dis donc, mais ils se mouchent pas avec le coude. Ils appellent déjà des quartiers Miami carrément, à Audange et tout ça. Non, wow, la grosse tête. On a déjà des trucs qui sont même aberrants avec des esprits bassins et tout ça où tout a été coupé et c'est du béton et on se dit déjà c'est même aberrant. Non, je parlais de Miami en Floride parce que c'est assez symptomatique. C'est que les riches ont compris qu'ils étaient exposés en première ligne. Du coup, ils rachètent les maisons des gens modestes en seconde ligne qui sont en hauteur. Il y a vraiment un peu de cynisme parce que effectivement, nous, on voit bien que quand tu es en première ligne sur le bassin, à ton prix, il prend 30 à 40%. Mais il y a un moment donné, ça va faire l'inverse. Si tu es en première ligne, tu seras trop exposé, tu ne pourras plus vendre. Ah ouais, donc du coup, la tendance va commencer à s'inverser, c'est-à-dire, sauf pas qu'il peut. Pour l'instant, je pense que les gens n'ont pas encore... malheureusement, je pense que l'être humain, il a besoin d'avoir un pied qui brûle pour se dire « Ah, peut-être qu'il faudrait que je change de braquet, quoi. » Et donc, du coup, vous avez des difficultés comme nous ici, de toute façon à Bordeaux Métropole, à faire entendre la voix des arbres et de la nature. Quel genre de difficultés vous avez, vous ? Ce qui est compliqué, c'est qu'un promoteur, il voit avant tout le rapport financier et forcément, dès qu'il y a un arbre sur un terrain, pour lui, c'est un obstacle, ça le fait chier, quoi. Donc, c'est compliqué. Il faut avoir des maires, comme c'est le cas à Salles qui avait expliqué, où ils imposaient et rejetaient systématiquement le permis en disant « Moi, je veux vous conserver 30 ou 40% d'arbres ». Et du coup, il faut qu'il y ait une volonté politique, parce que étant donné que un promoteur, son boulot, c'est de faire du business. Donc lui, la nature, c'est son dernier souci. Et pourtant, ils le savent bien parce que nous, on lit beaucoup les plaquettes ici à Solutions Nature. On a fait une émission sur le greenwashing des promoteurs avec leur vocabulaire sorti de livres de marketing très poétiques avec des noms Canopée, Jardin des Lumières, des choses comme ça. Pourtant, sur leurs plaquettes, ils vendent de la nature qu'ils ont arrachée, en fait. C'est cynique. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de renaturer. On ne peut pas renaturer. La moitié des arbres qui ont été replantés, je crois, sur la planète sont morts déjà. Parce que vu les conditions climatiques, les arbres qu'on plante aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'ils pourront devenir centenaires. Et du coup, il vaut mieux éviter de couper un arbre centenaire plutôt que de se dire « Ah oui, mais on va en planter ». Ça ne marche pas comme ça, quoi. Nous sommes totalement d'accord. D'ailleurs, hier, on était au comité de nature en ville de Bordeaux et la direction des espaces verts nous expliquait ça aussi, qu'il y a de plus en plus de maladies bizarres, étranges qui arrivent et ils s'interrogent vraiment sur ce qu'ils vont planter demain, quoi. Ça devient très, très inquiétant parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir planter qui va résister. Parce que tous les plants sont malades. Et tous les plants... Et attends, mais le truc, c'est aussi qu'ils ont des problèmes aussi pour les arroser. Ah oui, tu vois ? Ça commence déjà. On n'est même pas en plein été, qu'ils ont déjà aussi des problèmes pour arroser certains plants. Avec les restrictions et tout ça. Je vois le parc a été fait à Audan. Je pense que celui que tu as vu, à mon avis. Oui, à côté de l'église, au centre-ville. Il y a plein d'espèces qui vont déjà. Les framboisiers sont déjà cramés alors qu'ils sont à l'ombre. Alors, pour vous un peu, voilà, pour vous expliquer ce que c'est la place de l'église maintenant, en fait, c'est une plaque chauffante. Voilà, c'est une plaque chauffante en béton, un peu comme votre plaque vitro-céramique dans votre cuisinière. Vous mettez à thermostat 7 et vous avez ce que ça va donner cet été autour de l'église de Mélas. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller pour pas vous cramer les pieds, mais hélas, il y a des arbres qui sont obligés de rester là-bas puisqu'ils sont immobiles et qui vont prendre cher, surtout des chênes qui sont centenaires de l'autre côté et qui vont être tout le temps soumis à de la chaleur parce que d'abord avec la réverbération le jour, ils vont cramer et la nuit, comme le béton va redonner la chaleur emmagasinée la journée, ça va être aussi sauna. Donc les pauvres, on ira faire quelques photos à la rentrée pour voir comment ils sont passés. On pourra même faire une émission là-bas.
ou d'anges sur la place pour voir comment ils ont vécu cet été. Et du coup, toi, tu nous parlais d'un petit truc que nous, on ne comprend pas très bien ici, à Solution Nature, moi, je n'ai pas compris. Le SCOT. C'est quoi le SCOT, en fait? Parce que ça a l'air vachement important. Le SCOT, c'est un plan, le schéma de cohérence territoriale. En fait, c'est censé dresser l'avenir du bassin. D'accord. Est-ce que c'est comparable au PLU chez nous? C'est au-dessus, en fait. C'est au-dessus du PLU. Oui, D'accord. tu as le Schradet qui est encore au-dessus, qui est encore un autre document. Oui, c'est un millefeuille. On est très fort en France pour les millefeuilles administratifs. Et le souci, c'est que le SCOT, pour certains, ça leur permettrait d'avoir des écrans par rapport aux lois. Parce que comme le SCOT s'impose au PLU, si tu arrives à faire un SCOT qui plus ou moins s'arrange avec la loi, ça veut dire que ton PLU, tu peux dire, ah oui, non. Bah non, tu te dis, bah oui, c'est légal puisque c'est conforme au SCOT. Ah ouais. Voilà. D'accord. Bah oui, et ils appellent ça, parce qu'on travaille avec. Attends, avec alors j'essaie de comprendre. Ça veut dire que par exemple, si dans le PLU, il y a une protection paysagère, mais que dans le SCOT, ils disent que la protection paysagère, s'il y a un intérêt général, bidule, c'est ce qu'ils appellent, on s'en fout. Tu vois, notre avocat, il appelle ça un SCOT écran. Ah ouais, ça donc du coup. Ça peut faire écran. D'accord. Du coup, ce qu'il y a dans le PLU, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, mais ça peut être remis en cause, en tout cas, ou servir. C'est-à-dire que si c'est déjà identifié dans le PLU, tu peux t'en servir en tant qu'association pour le défendre et tu auras sûrement gain de cause. Et si tu as une volonté politique de ne pas le mettre et qu'en plus le SCOT te permet de ne pas le faire, ça va faciliter les choses. D'accord. Et il y a beaucoup de SCOT qui sont cassés. Il y en a eu un à Saint-Malo et en montagne, là, je crois, près d'Annecy, parce qu'il n'y avait aucune réflexion sur la protection, sur l'environnement et aucune concertation avec les associations environnementales. D'accord, et c'est tous les combien qui font le SCOT? Il n'y a pas tous les combien, en fait. Normalement, le SCOT aurait dû être là déjà il y a 5 ans, et en 2015, il a été cassé pour une absence de concertation avec les associations environnementales. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'un SCOT, ça coûte des millions, et qu'à chaque fois qu'il y a un SCOT de cassé, c'est des millions qui auraient pu servir à faire des choses bien qui partent en fumée. Donc c'est aussi irresponsable parce qu'il y a des ateliers, il y a ce genre de choses, mais si tu n'as pas la volonté à la base de te dire on va vraiment prendre en compte l'impact environnemental qui est forcément contraignant, c'est pas possible parce que voilà, faut pas se dire que tu veux pas. Enfin, nous on a un maire là qui parle de croissance verte et ça fait bondir quoi. On sait très bien que aucune croissance n'est verte. Donc tant que tu changeras pas ce paradigme de croissance verte qui est aussi reprise par le gouvernement, non, ça n'existe pas. La croissance, c'est comme le développement durable. Le développement, il se fait forcément au détriment de quelque chose. Alors, tu peux avoir un développement qui est raisonné, c'est-à-dire qu'effectivement, tu minimises ton impact, mais l'impact zéro, il n'existe pas. Ça, c'est totalement une utopie. L'impact zéro, mais il faut l'accepter, il faut vivre avec et se dire, peut-être qu'il y a des solutions alternatives pour se développer sans trop consommer effectivement un développement qui est raisonnable déjà. Et vous, qu'est-ce que vous voulez mettre du coup dans le SCOT? Déjà des respects de loi littorale, des respects de loi paysagère. Pourquoi pas aussi prendre en compte les capacités au niveau de l'eau potable, les risques, parce que on s'aperçoit bien quand il y a eu le problème Xynthia avec la tempête, c'était une volonté politique d'urbaniser des quartiers dont tout le monde savait qu'ils étaient inondables. Et il y a un moment, ce qu'on dit, c'est que le SCOT, il devrait anticiper les problèmes plutôt que de les ignorer en espérant qu'ils ne viennent pas. Oui, mais est-ce que le SCOT, il n'est pas fait dans un genre d'entre-soi? C'est entre eux qu'ils se font le SCOT, quoi. C'est un peu un jeu de Monopoly. Je te mets ça là, toi tu me mets ça là, ok, on fait ça comme ça. C'est pour ça que les SCOT sont annulés pour des problèmes d'absence de concertation avec les associations environnementales, parce que théoriquement, ça doit être aussi un dialogue. D'accord, s'il y a du greenwashing aussi dans le SCOT il est caduque, parce qu'on sait très bien que personne n'a vraiment posé les questions ou pointé du doigt des irrégularités en disant mais non, là c'est pas possible,
vous ne pouvez pas considérer ce secteur comme un secteur à développer parce que ce n'est pas possible vis-à-vis de telle ou telle loi. Et là, c'est illégal de faire ça et c'est un détournement de procédure, quoi. Là, il y a un article qui est sorti avec plusieurs avocats qui dit effectivement, même si le SCOT peut être écran, il n'a pas vocation à être pensé comme un SCOT écran. Et plus ça va, plus l'État va aussi casser des SCOT qui ont été pensés pour s'arranger avec la loi. D'accord. Et alors, donc vous en êtes où, votre SCOT? Il est au milieu, à la le fin SCOT, le SCOT, il a été fraîchement pondu. Donc, il va y avoir une enquête publique de mémoire, je crois, qui est à fin de l'année ou tout début de l'année. Et ça va être l'occasion, effectivement, de dire ce qui ne va pas selon nous. Enfin, toutes les associations vont se réunir. Avec les éco-citoyens, on est en train d'essayer de monter un projet de pseudo-assemblée citoyenne parce que c'est assez barbare. Quand on dit aux gens le SCOT, les gens ils savent pas ce que c'est. Ouais, le SCOT, nous les premiers, SCOT, on ne sait pas. Et puis alors, l'autre au-dessus, là, que tu nous as dit, Stradet. Le Stradet, c'est pareil, c'est encore au-dessus. Et il y a plein d'éléments à aller trouver dedans qui permettent de contredire des projets ou dire non, mais ça c'est illégal par rapport à telle ou telle rubrique et article. Sauf que c'est rarement utilisé, quoi. Mais et ça, le SCOT ou le Stradet, tu peux les visualiser en ligne sur des sites. Tu vas ou quoi? Là, le SCOT, il sera téléchargeable après, accessible à tout le monde pendant l'enquête publique, et le Stradet. À partir quoi des sites de la mairie, de la préfecture? Oui. Et d'accord. Le Stradet, je crois qu'il est en ce moment, parce que c'est aussi au mois de juin ou juillet. Il y a un Stradet en ce moment qui est en train d'être reformulé. Nouvelle mouture de Stradet, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous l'épeler, s'il te plaît, pour... Alors, Stradet, c'est SDRA. Je vais vérifier sur le SDRA. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient aller jeter un œil. Stradet. Ah oui, c'est... Attends. Je ne dis pas de bêtises, c'est SDRATET. SDRATET. On mettra ça dans le petit paragraphe d'explication. SDRATET. Voilà, dans le petit descriptif de l'émission. Stratégie durable. Voilà, et SCOT. Voilà. Ouais, le SCOT, c'est SCOT. Oui. Et la stratégie, alors Stradet. Attends. Parce que je. Oh, mais avec leurs acronymes. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a ce millefeuille, en fait. Est-ce que le SCOT, il suffirait pas? Pourquoi ils ont rajouté le Stradet? Ah, mais même le PLU pourrait suffire. Si oui, c'est ça, quoi. C'est pourquoi ils ont rajouté des trucs en plus, en fait. Mais parce que plus tu as de lois, plus c'est simple de noyer le poisson. Parce que nous, on voit sur certains dossiers, si tu n'es pas avocat ou juriste, tu peux pas te défendre. Hein. C'est impossible. Et en face, tu as des promoteurs qui te sortent, vous allez nous devoir 200 000 euros d'indemnité. Forcément, les gens ils disent non, mais moi, je ne peux pas. Hein. Ah oui, parce que tu as des promoteurs qui peuvent vous attaquer parce que vous les empêchez de faire des trucs. Exactement. Nous, on a eu ça sur Audange. On a eu un promoteur qui nous a menacé de 200 000 euros parce qu'on bloquait son projet et tout ça. Après, nous, on a dû se retirer, mais pour autre chose. Et à cause de la loi Elan, il faut 1 an d'existence à une association pour pouvoir rester en justice. On avait moins d'1 an. Donc, du coup, on s'est retiré, mais on aurait été jusqu'au bout parce qu'on trouve ça sinon que ça soit la pression financière qui te fasse lâcher des affaires où tu te dis, mais non, c'est surtout que, comme en plus on est en plein dans l'actualité aujourd'hui, c'est surtout que vous êtes du côté des gentils, vous êtes pro-vie en fait. C'est pas pour, vous n'êtes pas là pour faire chier les promoteurs, vous êtes là pour leur dire on voudrait vivre bien demain, aujourd'hui, quoi. Oui, et puis on réclame de l'équité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le traitement soit pour tout le monde pareil. Il faudrait pouvoir privilégier sur le bassin de la mixité sociale et de la mixité générationnelle. Parce que qui a envie de vivre dans des villes où tout le monde a plus de 70 ans et tout ça? C'est vrai, voilà, c'est des villes américaines. Hein. On est sur le modèle américain où effectivement on fait des stations balnéaires de villégiature. Des parcs à vue. Vous faites des parcs? Ouais, c'est des parcs seniors, mais c'est un business. Ils appellent ça l'or gris. Hein. L'or gris? Oh là là. Oui.
Mon C'est Dieu. les enseignants. C'est encore la faute des boomers. Hein. Et encore, hein, c'est encore eux. On les partout, on les trouve partout. C'est pas me boomers. Ouais, non, mais bon, après, il y en a certains, parce que nous, dans les associations, il y a aussi beaucoup de gens qui sont plus âgés. Il y en a qui œuvrent vraiment, mais parce que même parmi les jeunes, l'autre fois, j'ai été effaré de voir qu'il y a 46% des jeunes qui sont climato-sceptiques. Il y a un sondage qui est passé. Je me dis, non, Mais c'est les pas jeunes, quand possible. tu dis les jeunes, c'est quel 16-25 ans. Ah oui. Oui, D'accord. donc. Est-ce qu'ils sont vraiment climato-sceptiques ou est-ce qu'ils sont dans le déni tellement ils sont anxieux par l'avenir? Ça va de pair. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un truc interasso où la moyenne d'âge était plus vers 25 ans. Et quand je leur demandais et je leur disais, ouais, au niveau des jeunes, ça va, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. La plupart disent, non, mais on est minoritaire. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc, après, il y a encore beaucoup de pourcentage de la population qui ne croient pas au réchauffement climatique et qui ne croient pas au truc. Hein. Encore aujourd'hui. Hein. Quelque part, c'est logique dans le sens où ça veut dire qu'il faut repenser tout ton modèle et te remettre en cause. Et la plupart des gens n'ont pas envie de se remettre en cause parce qu'il faut repenser ton mode de vie, te dire que la consommation, en fait, tu as une espèce de glande dans le cerveau qui te procure de la dopamine quand tu consommes. Et forcément, les gens qui font du marketing le savent. Et que les gens consomment, c'est aussi un réflexe. Hein. L'être humain, il consomme, c'est un réflexe. Donc. Oui, la dopamine, c'est l'hormone de récompense. Quoi. Tu consommes, tu es récompensé par un plaisir fugace et futile. C'est un monsieur qui avait immédiat. écrit Le bug humain. Le bug humain, il avait écrit. En fait, il expliquait que c'est le striatum vitae, qui est une petite glande. Et du coup, il dit c'est ce qui a permis à l'homme des cavernes de sortir des cavernes parce qu'il en voulait toujours plus. Et il n'y a pas de bouton stop. Et il disait qu'il faudrait des sociétés basées sur l'empathie et l'entraide. Il dit c'est tout l'inverse. Et là, dernièrement, il y a un an, il a écrit un autre bouquin qui s'appelle Human Psycho, et il explique que l'humanité est un psychopathe. C'est que si on prend les gens de manière individuelle, on peut encore discuter et raisonner avec eux, mais dès qu'il y a les faits... Qui sont en groupe. On en a parlé à Solution Nature de Human Psycho, j'avais vu voilà. Et il avait fait le bug l'interview. Après, je me rappelle plus c'était assez effrayant d'ailleurs ce qu'il racontait parce qu'en fait il disait qu'une foule est incontrôlable quoi. Tu peux pas. C'est la meute, hein. C'est ni plus ni moins la meute, hein. Donc c'est vrai que c'est. Bon, après, on ne désespère pas. On se dit qu'il y a quelques initiatives. Hein. Après, tu as aussi le fameux, comment dire, je ne sais pas si c'est une équation mathématique ou physique. Enfin, tu sais le 1001 singe. Tu connais pas ce proverbe? Enfin, cette histoire philosophique, c'est-à-dire que sur l'histoire, en fait, c'est un peu la même histoire. Ça rappelle l'histoire de Pierre Rabhi avec le colibri. Ouais. C'est que c'est sur une île, tu as plein de singes, et un jour, tu as un singe qui descend. Bon, ils ont l'habitude de manger des noisettes, par exemple, je veux dire, voilà. Et puis un jour, tu as un singe qui décide de manger des fruits. Alors tout le monde se moque de lui au départ parce qu'il mange des fruits. Et puis un deuxième se met à manger des fruits. Et puis voilà, ils se font moquer de lui. Puis un troisième, etc. Mais il reste minoritaire. Et puis ça augmente, mais il reste quand même minoritaire. Jusqu'au milieu 1, voilà, 1000 plus 1. Et arrivé à ça, ça a basculé. Tu vois, tout le monde s'est mis à manger des fruits. C'est pour dire qu'à un moment donné, tu as un chiffre bascule qui peut être assez faible et qui fait basculer après les usages, en fait. Donc, on n'est pas encore arrivé. En fait, là, moi, j'ai vu un reportage qui était intéressant sur la Nouvelle-Zélande où les parcs ils sont obligés de mettre des clôtures. Parce que dit qu'avant, c'était composé principalement d'oiseaux. Et du coup, ils n'avaient pas de prédateurs. Et avec les bateaux, l'homme a amené des prédateurs. Il dit qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Les oiseaux, ils vivaient tranquillement. Et les parcs sont clôturés. Et il y a des chemins en bois pour ne pas du tout marcher sur le sol. Parce qu'ils s'aperçoivent que, voilà, il faut vraiment préserver. Quand on dit que c'est un patrimoine, et voilà, je pense qu'on n'a pas pris encore la mesure. Mais il faut super gaffe en Nouvelle-Zélande de leur patrimoine. Si tu n'es pas nouveau-zélandais ou néo-zélandais, tu ne peux pas acheter là-bas. C'est interdit. Il y a un souci parce qu'il y a quelques années, ils ont dû bloquer des milliardaires qui achetaient des terres pour faire des fermes agricoles et biologiques en
en prévision de ce qui pouvait arriver. Parce qu'ils ont estimé que c'était des terrains qui étaient fertiles, c'est très cynique, hein, qu'ils étaient inaccessibles pour les réfugiés climatiques, en plus, de par l'océan. Et du coup, c'est vrai que l'État a été obligé de bloquer cette prolifération de gens qui achetaient. Mais tu sais, ils sont extrêmement cyniques jusqu'au bout, puisque aujourd'hui, il y a aussi un truc qu'on raconte pas, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite. Et les petites fermes comme ça sont rachetées par des grands groupes de cosmétiques, L'Oréal, LVMH, etc., pour justement continuer à fabriquer leurs crèmes et nous les vendre, tu vois. Donc demain, on va plus aller au marché pour manger, on va aller dans les rayons cosmétiques et on va manger de la crème. On va manger de la crème Chanel. Parce que voilà. Non, mais après, c'est les mêmes. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur une exposition sur la Seconde Guerre mondiale et en fait, tu t'aperçois que tout ce qui était propagande au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va en faire de la propagande ? Ah ben du marketing. Il faut recycler, hein. Il faut recycler les idées quand elles sont bonnes, c'est sûr. Et la guerre, c'est du business, c'est de l'industrie qui fonctionne, personne se plaint. Enfin voilà, c'est dramatique, mais on est dans une guerre après qui est devenue une guerre commerciale. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est de vendre toujours plus et n'importe quoi. Et là, j'ai lu le livre de Michael Correa, qui est journaliste à Mediapart, qui s'appelle Criminel climatique. Et c'est affligeant. C'est un bouquin sur Saudi Aramco, Gazprom et China Energy. À eux trois, ils polluent plus que le 6e plus gros pays du monde. Oui. 3 entreprises. Oui, et c'est pour ça. Et après, ils te culpabilisent, toi, parce que tu utilises ta voiture. C'est ça. Et le journaliste commence son livre en disant mais le colibri de Pierre Rabhi n'est rien à foutre. On sait très bien que c'est une fable. Parce que quand on voit ce genre de mastodon qui, même quand on leur dit qu'il y aura des voitures électriques, ce qui est une aberration, disent mais de toute manière, nous, notre but, c'est de transformer tout le pétrole en plastique. Même s'il n'y a plus de pétrole pour les voitures. Non, mais c'est pas possible. Non, il y a un vraiment cynisme. Et ils vont chercher jusqu'à la dernière faille qu'ils peuvent trouver dans le sous-sol et tout ça. Et forcément, ils vident des poches. Et quand on sait que la nature a horreur du vide, il y a un moment donné, il se passera forcément des choses. Hein. On va faire une petite pause musicale et après on revient pour le mot de la fin. Donc prépare-toi si tu veux attirer notre attention sur un point particulier. Comment on peut t'aider, nous, voisins bordelais, depuis Bordeaux Métropole, comment on peut aider nos voisins du bassin, etc. etc. À tout de suite, Bruno. Je me suis levé plus tard que d'habitude. Je ne me suis levé que pour prendre de l'altitude. Ce matin, rien ne me retient. J'ai déposé un peu de mon costume. Il y a des étoiles coulées dans le bitume. Ce matin, attendons demain, car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu souffleras? Siffle si tu l'oses. Je suis le vent. Je suis la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie. Tu es le vent. Tu es la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie. Est-ce que tu as trouvé les indices que je t'ai laissés? C'est un jeu de pistes pour te dire que je suis passée. Ce matin, j'ai tout emporté, car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu souffleras? Siffle si tu l'oses. Siffle. Je suis le vent. Je suis la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies?
Parfois je m'ennuie. Je sais que toi aussi. Je suis le vent. Parfois je t'oublie. Je suis la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie. Tu es le vent. Parfois je m'ennuie. Tu es la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie. Ce n'est que la vie. Je suis le vent. Je suis. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Nous revoici. Bruno, tu es là ? Oui. Oui, parce que Bruno est sur le bassin. Voilà, il n'a pas fait la route jusqu'ici parce que déjà, pour faire une émission bas carbone. Comme quoi, sur Wanted Radio, on est connecté voilà. Avec le reste du monde. On est connecté avec le reste du monde et on essaie de faire des émissions bas carbone. Et puis en plus, vu l'horaire avec les bouchons, tu nous expliquais, Bruno, tu vois. Et la fête de la musique. Et la fête de la musique. Il y a la fête de la musique chez vous, là-bas au bassin ? Non, ça a été annulé à cause des orages. Ah, ben non, pas nous, pas encore. Ça n'a pas été annulé, non. Non. Il y a quelques événements en extérieur qui ont été annulés. Ça va toujours avec. Une fois sur deux, tu sais qui pleut. Oui, mais là, les tireuses à bière sont prêtes à dégainer, toutes les 2 mètres. Donc tout va bien. C'est plutôt la fête de la bière que la fête de la musique, mais bon. Bref. Donc tu nous parlais du bassin et de la dégradation du cadre de vie sur le bassin, que nous, comme on n'y va pas souvent, et enfin, je parle pour moi, bien sûr, hein, donc on voit peut-être pas tout ce qui se passe au cours de l'année et qui reste peut-être invisible parce que moi, je vais toujours aux mêmes endroits, Arcachon sur la plage, etc. Je vais pas aller dans les terres. Et donc, cette dégradation qui s'est accélérée au niveau du déboisement, de l'artificialisation, de l'eau aussi, des problématiques de l'eau. Et comment on peut vous aider ? Est-ce que vous organisez des choses, des événements ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, là, en fait, on travaille aussi avec la CEBA, qui est la confédération, justement, des associations de défense environnementale du bassin. Et là, avec les éco-citoyens, en partenariat avec la CEBA, on va essayer d'organiser une sorte d'assemblée citoyenne pour donner un peu la parole aux gens et de se dire qu'il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on s'entraide tous, parce que le constat est simple, on a tous les mêmes problèmes, qu'on soit même sur le bassin ou ailleurs en France, on sera tous confrontés à le réchauffement climatique qui va toucher tout le monde et le problème de préservation de la nature, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de l'accaparement des biens communs par certains. C'est ça aussi le problème. Puis il y a aussi, on essaye de voir avec d'autres associations par rapport à l'autosuffisance alimentaire, quoi. Il y a déjà 2 maires là, de Biganos et de Salles qui ont pris des dispositions pour justement prendre des terres pour les donner à des maraîchers pour pouvoir mettre ce genre de choses, parce que avec la crise du Covid, on aurait pu espérer que justement il y ait un déclic en disant ah oui, l'accès à la nourriture, ça peut être aussi problématique, parce que si on pense le problème jusqu'au bout au niveau du pétrole, plus de pétrole, plus de camions qui livrent, en fait, faut tout penser circuit court. Hein. Alors que la Nouvelle-Aquitaine est assez bien achalandée au niveau culture, maraîcher, bio, etc. quand même. Oui, pas tant que ça, hein, parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que avant Bordeaux, c'était vraiment des maraîchers, et puis plus ça va avec l'urbanisme, il y en a de moins en moins. Donc, et puis la population augmente, donc il y a un déséquilibre. Hein. C'est comme ta fable des singes. Oui. C'est qu'il y a un moment donné, quand il y a trop de gens, il y a un déséquilibre. Il y a une histoire d'échelle, et je pense qu'on n'est pas assez bien répartis sur le territoire, et que du coup, ils auraient dû développer l'attractivité. Et le souci, c'est que on a une France qui est centralisée et après qui est littorale. D'accord. Et on a des déserts en plein milieu. Voilà, alors qu'il y a des super endroits. Et puis, même moi, je dis pas que dans quelques années, on quittera le bassin pour aller vivre plus tranquille et où il y a plus de nature. Hein.
Mais écoute, Et c'est souvent un constat. Là, on a une personne qui va partir d'une asso, pareil, pour vivre dans les Pyrénées, qui dit, moi, je me suis battu 20 ans, mais j'en peux plus, quoi. Je suis épuisé, et quand je vois la progression, elle dit, c'est juste pas possible. Donc, moi, je connais des gens qui sont originaires de Bordeaux, enfin, qui étaient du bassin, et notamment un copain, il dit, ses parents ne viennent plus sur le bassin. Ça leur fait tellement mal au cœur qu'ils préfèrent ne plus y mettre les pieds. C'est triste. C'est tout de même, oui. Ouais. C'est surtout qu'on utilise médiatiquement le côté territoire sensible et fragile. Et le but, c'est d'avoir des millions de gens à la dune qui font des selfies avec les arbres calcinés, parce qu'on en est là. Hein. Oui, tu sais, comment il s'appelle, le nouveau roi d'Angleterre qui venait voir nos forêts qui avaient brûlé, là, parce que c'est intéressé, d'ailleurs, il n'est pas venu. C'était un peu aussi du voyeurisme, dire, pour voir comment ça venait. Donc, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu... Et puis là, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que médiatiquement, il y a aussi une responsabilité des médias, c'est qu'on a dit qu'il n'y avait aucune victime. Et voilà, il suffit de discuter avec la LPO pour voir les milliers d'insectes qui sont morts. Ils ont été obligés d'euthanasier des daims qui avaient les pattes brûlées. Enfin, c'est tout de même catastrophique. Il y a un moment. C'est-à-dire que en fait, tout est auto-centré autour de l'humain. Donc il n'y a aucune victime humaine, mais il y a eu des victimes au niveau de la forêt, de la biodiversité, des animaux, de la flore aussi. Enfin ça a dire qu'il y a une destruction. Du coup, tout ce qu'on retient, c'est que très peu de maisons ont brûlé. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a plein de vivants, qui ont été détruits. Il y a plein de vivants qui ont été détruits. Ceux qui ont leurs maisons qui ont été détruites, parce que j'ai une amie qui a sa maison qui a été détruite vers Cazaux, ils n'ont toujours pas reconstruit, hein, contrairement au camping, eux, ils sont toujours... Donc on se dit, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que là, il y a un intérêt économique, c'est comment sauver la saison touristique. Après, on peut l'entendre qu'il y a une économie, mais si on base tout là-dessus, on pourrait dire, allons jusqu'au bout de cette déraisonnable, et faisons un pont entre Arcachon et Cap-Ferret, puis c'est Disneyland, quoi. C'est pas possible. Est-ce que c'est ce monde qu'on a envie d'avoir ? C'est ça la vraie question. Parce qu'actuellement, personne la pose. On est là, oui, on fait du business, mais le business, il profite à quoi ? À 10-15% des gens. Donc, nous, enfin voilà, c'est un peu ça. On se dit qu'on essaie Après, de fédérer. je veux dire que la problématique est, pour moi, est aussi plus large, c'est-à-dire que les gens n'en ont rien à foutre de leur cadre de vie. Tant que ça les touche directement, si. Après, c'est ça. Moi, j'ai vu François Gémen là dans une émission, c'était intéressant, et on lui posait la question comment vous allez sensibiliser les gens par rapport au réchauffement climatique, et puis en leur parlant de leurs problèmes. Parce qu'on sait très bien que les gens sont égoïstes. Donc il dit, si on n'arrive pas à les convaincre, par exemple, que si c'est isolé, ils payeront moins cher et tout ça, parce que à la fois, il faut que la transition elle soit écologique et sociale. Et pour l'instant, et c'est assez compréhensible, les gens qui sont les plus modestes, ce sont ceux qui polluent le moins. Donc si on commence à leur dire qu'il faut faire des efforts, il dit déjà, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est aussi une politique de greenwashing pour détourner le problème. Oui, mais sauf que c'est une réalité sociale. Oui, mais c'est pour se mettre les gens dans la poche, ou pour qu'ils résistent en fait. Tu vois, ils font exprès de culpabiliser le vert en disant vous allez perdre ci, vous allez perdre ça, il va falloir payer plus, machin, bidule, etc. Et d'ailleurs, ça commence parce qu'ils commencent à mettre en place des taxes pour ci, des taxes pour mi, machin, le critère 1, 2, 3, les ZFE et tout ça, etc. qui vont toujours impacter ceux qui ont le moins de moyens, mais aussi pour que ces gens-là, enfin la population se disent moi je gagne pas dans cette mais c'est faux, c'est de la manipulation, c'est faux de culpabiliser, c'est très dangereux en fait de culpabiliser les gens sur du vert, parce que en fait c'est surtout qu'ils vont créer de la radicalité, parce que les gens qui sont conscients du problème savent très bien qu'il y a un moment il faudra des solutions radicales. Bien sûr, et quand on va se prendre en plusieurs tornades sur la tronche, il va falloir que les immeubles vont s'envoler. Il va falloir qu'ils trouvent des responsables. Et les responsables, il faudra bien les traduire devant les tribunaux. C'est ce qu'a fait l'Islande. Voilà. L'Islande, ils ont fait en sorte que les responsables de la crise financière ils soient condamnables, parce que ça fait partie du problème aussi, c'est que l'argent
c'est un moteur qui c'est la finalité du monde capitaliste. Voilà, il va falloir à un moment donné que les responsables rendent des comptes. On va finir sur cette terre. C'était la dernière émission de l'année, mais tu reviendras et puis nous on ira à votre rencontre là-bas au Dange, pique-niquer sur la plaque chauffante au centre-ville de Oudange. Écoutez, merci Bruno de nous avoir fait partager votre quotidien là-bas sur le bassin. C'était très bon courage et on se retrouve à la rentrée pour donner de vos nouvelles. Tout à fait. Très bien. La dernière émission passez un bon été en espérant qu'il ne soit pas trop chaud. Nous espérons qu'il ne sera pas trop chaud. Mais bon, c'est peu possible. Ça paraît pas... Allez, c'était la dernière émission de la saison, mais on revient en septembre avec Valérie. Oui. Et il y aura quelques émissions en replay, pour que vous puissiez les rattraper. Voilà, celles que vous n'avez pas écoutées pendant l'année. Mais toutes les émissions sont disponibles sur wantedradio.fr/solution nature. Et je vous rappelle en plus que la Wanted Radio est la première radio nature sur la nature en ville. Sur la nature en ville de la Bordeaux Métropole. C'est ça. Allez, merci beaucoup. À bientôt Samuel. À très bientôt. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all.